Bonsoir à tous. Bien avant l'ère des médias sociaux, il vous est peut-être arrivé de voir des petites affiches ou des pancartes positionnées sur les arbres ou sur les maisons voisines indiquant des personnes disparues. Car oui, le plus compliqué à cette époque était de diffuser et de créer une sensibilisation du public par rapport à un cas notamment de disparition. Ce soir, nous allons parler d'une enquête toujours en cours, la disparition de la petite Marion Wagon. Je vous laisse bien évidemment en description les moyens pour pouvoir téléphoner à la cellule, à la gendarmerie ou à la famille en cas d'information que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et je vous demande de rester là, c'est une nouvelle émission, c'est un nouveau JTR. Nous sommes le 14 novembre 1996. Marion Wagon, une jeune fille de 9 ans, aux cheveux châtain clair, les yeux bleus et avec une tache de naissance sur la joue gauche, se rend à son école. Elle est habillée alors d'un manteau noir, une paire de jambières rayées et des boots beige. Il est midi quand la maîtresse d'école arrête la classe pour l'heure du repas. À 12h11 très exactement, la petite Marion quitte son école élémentaire Saint-Bel. Le trajet de retour de notre fillette est d'environ 6 à 8 minutes, l'école étant à proximité de l'appartement du couple parental de la petite fille. Marion traverse le passage clouté, elle est accompagnée alors de 2 de ses petites camarades. Elle s'arrête quelques minutes pour faire un arrêt, comme à son habitude, à son école maternelle sur le trajet, faire une bise à son ancienne institutrice et jouer au toboggan. Après quelques instants, elle dira qu'elle est en retard et qu'elle reviendra jouer dans l'après-midi. Elle reprendra alors le chemin de la maison. Ce jour-là, effectivement, un témoin allant chercher ses enfants à l'école affirmera avoir vu Marion courir en direction certainement de la maison. Elle n'avait pas l'air suivie ni effrayée, simplement une petite fille qui court, sûrement due à son retard. Pendant ce temps, il est déjà 12h27 et la famille commence à s'inquiéter. Les parents de Marion décident donc d'envoyer leurs 2 enfants, plus âgés, sur le trajet afin de récupérer leur petite sœur déjà bien en retard pour la collation du midi. Après quelques minutes, en recherche sur le trajet de l'école, relativement court, je vous le rappelle, 6 à 8 minutes, les enfants reviennent sans succès et sans leur sœur. Le père de famille décidera alors de prendre sa voiture et de faire les tours de pâté de maison pour retrouver sa fille. Malheureusement, sans succès, ce sera alors la dernière fois que la petite Marion aura été vue dans le centre-ville d'Agen. Il est alors 12h45 et la gendarmerie est prévenue. Les services d'ordre prennent cette affaire extrêmement au sérieux, car 10 ans auparavant, une petite fille avait déjà disparu et retrouvée violée et assassinée. Son nom, Magali. La thèse de la fugue est bien évidemment rapidement écartée, la petite fille ayant un environnement stable et heureux. Malheureusement, le temps aura déjà fait son œuvre et la pluie arrive sur la ville d'Agen. Les policiers décident tout de même de faire appel à un chien renifleur avec des affaires de Marion pour la retrouver. Celui-ci naviguera sans trop savoir où aller, puis trouvera une piste qui l'emmènera jusqu'à un immeuble et jusqu'au palier d'une porte. Un homme ouvrit cette porte. Le chien, toujours empli de cette odeur, fouillera l'appartement, accompagné des services de police, et aucun résultat. Il s'avérera plus tard que des camarades de classe de Marion habitaient cet immeuble. On en déduira donc qu'entre la pluie et les différentes odeurs d'enfants, le chien aura commis une erreur car l'homme n'avait strictement rien à voir avec toute cette affaire. Suite à cela, tout de suite, les services de gendarmerie décident de mettre en place des opérations de grande ampleur. Effectivement, les militaires installeront des blocages filtrants aux 4 coins de la ville, fouillant systématiquement toutes les voitures entrant ou sortant. En parallèle de cela, un Mirage 4 est déployé sur le centre-ville d'Agen afin d'effectuer des photos récentes pour aider la gendarmerie à se repérer de façon récente dans les rues de cette ville. De grandes battues sont organisées, des centaines de mètres carrés de forêt sont passés au peigne fin et des milliers de familles et appartements sont auditionnés et fouillés
pour pouvoir retrouver cette petite fille. À ce moment-là, un nouveau témoin se fait entendre, et nous sommes sûrs d'une chose. La jeune fille n'aura jamais passé le passage piéton menant à l'immeuble de ses parents. En effet, quelqu'un s'occupait de faire traverser les enfants le long de ce passage clouté et il affirme n'avoir pas vu Marion ce jour-là. Pourquoi en est-il certain ? Eh bien tout simplement parce que la petite Marion était une enfant extrêmement polie et qu'elle lui disait systématiquement tous les jours « bonjour ». Cette révélation nous donne encore une fois un maigre mais indice tout de même sur la disparition de la petite. Effectivement, la disparition aura lieu entre la rue de l'école maternelle et l'avant-dernière rue au passage clouté de l'immeuble de ses parents. Les services de gendarmerie se rendent compte malheureusement uniquement d'une chose, Marion s'est tout simplement évaporée. Le temps passe, nous sommes maintenant le 2 décembre 1996. Alors qu'aucun nouvel élément n'arrive à l'affaire, Françoise et Michel Wagon parlent pour la première fois aux journalistes. Ils diront ceci. Si quelqu'un la retient, nous le supplions de nous la rendre. Je lance un appel à toute personne qui pourrait nous aider à retrouver notre petite Marion. Un appel qui sera réitéré le 21 décembre de la même année. Nous sommes aujourd'hui le 9 avril 1997. La famille Wagon est alors reçue par le président de la République de l'époque, M. Jacques Chirac et son épouse. En juillet de la même année, un appel à témoins est lancé depuis la ville de Fort-de-France en Martinique. Une touriste affirmerait que Marion serait venue se présenter à elle sur l'île. Elle aurait affirmé ne pas être en sécurité à l'endroit où elle est et vouloir rentrer en métropole. Malheureusement, une fois les services de gendarmerie sur place, ils se rendront compte qu'il n'y avait aucun résultat et qu'il s'agissait uniquement d'une enfant perturbée. Nous repartons à zéro. Nous arrivons au 14 novembre 1997. Un grand rassemblement aura lieu sur la place de la cathédrale à Agen, avec des centaines de ballons blancs lâchés dans le ciel. En janvier 1998, la famille est à nouveau dans le désespoir le plus total. Un homme est interpellé près de Grenoble, à Voiron, pour escroquerie et tentative d'extorsion de fonds. En effet, cet homme avait convaincu la famille Wagon qu'il savait où se trouvait la petite, qu'il était détective et qu'il avait besoin d'argent pour aller la chercher. Il s'avéra bien évidemment que toute cette affaire était entièrement fausse et cet homme écopera d'une peine de 2 ans d'enfermement ferme pour ses méfaits. C'est alors que les services judiciaires et la famille Wagon sont mis en relation avec Annie Gouergue, présidente de l'association La Mouette. Cette association avait permis, 10 ans auparavant, une grande aide dans la recherche de la petite Magali. Grâce à cette association, ce sera plus d'1 million d'affiches qui seront dispersées dans toute la France et plus de 10 millions de briques de lait sur laquelle pour la première fois un enfant disparu sera imprimé. L'affiche de la petite Marion est désormais dans toute la France. Cela permet une grande diffusion et une grande sensibilisation du public. Un petit espoir renaît alors. Même grâce à cela, l'enquête piétine. C'est alors que les 2 juges d'instruction en charge de l'affaire décident de retirer l'enquête aux OPJ et de créer pour la première fois en France une cellule d'enquête destinée à retrouver cette petite fille. La cellule Marion est alors créée et 40 officiers de gendarmerie travaillent exclusivement sur cette affaire. Un nouveau regain renaît alors et l'espoir ne fait que revenir. Malheureusement, même après énormément de moyens et le canal de Garonne dragué et vidé sur plus de 14 km, aucun résultat. Marion n'est toujours pas retrouvée. En 1998, pour la toute première fois en France, la gendarmerie, par l'intermédiaire de l'association La Mouette et RTL, avec le présentateur Jacques Pradel, prend contact avec les États-Unis et plus précisément le FBI, qui venait d'inventer un logiciel permettant le vieillissement d'un individu par le biais d'une photo et de milliers d'algorithmes. Vous rendez-vous compte ? Pour la première fois en France, la collaboration américano-française permet de réaliser, grâce à ce logiciel, un réel progrès et permet enfin de lutter et de sensibiliser la population pour retrouver un enfant même des années après. La cellule Marion aura énormément travaillé sur cette affaire et les chiffres en témoignent. La cellule, c'est plus de 400 suspects interrogés, plus de 4000 personnes interviewées par rapport à l'affaire, ainsi que les pédophiles notoires passés au crible. C'est aussi des centaines de pistes dans d'autres pays ou dom-tom. Pologne, Espagne, Martinique, Portugal ou même Afrique. Un nouveau témoin se fait alors entendre. Celui-ci dit avoir vu un homme accompagné d'une jeune fille ressemblant étrangement à la petite Marion, ceci au Portugal.
Les enquêteurs se rendent immédiatement sur place. Malheureusement, il s'agissait simplement d'un père et sa fille. La ressemblance était troublante, mais ce n'était toujours pas notre petite Marion. En milieu d'année 1999, la famille est dans le désarroi le plus total. Effectivement, là où la médiatisation est un point fort dans le cadre d'enfants disparus, il peut aussi être un réel enfer pour les familles. Je m'explique. L'enquête stagne, rien ne donne, et de son côté, la famille reçoit de nombreuses lettres, très souvent horribles à lire, sur la disparition ou l'état de santé de leur petite fille. La médiatisation sans précédent du cas de Marion a excité l'imagination des vrais ou faux radiesthésistes. 5000 lettres en 3 ans. Là, cette personne, c'est pas le mal qui peut nous faire, quoi. Vous voyez, il nous dit, bon, Marion... Froidement, pour se faire plaisir. Gratuitement, il nous dit, Madame, Monsieur, suite à notre fax, santé de Marion, compatibilité, décès de Marion, assassiné, étranglé, Marion se trouve dans la forêt de Barconne, près de l'Aiguevin, à Toulouse. Sentiment distingué. Des lettres comme celle-ci, la famille en reçoit beaucoup, beaucoup trop. Canulars ou sinistres blagues ayant simplement pour but de faire souffrir des personnes déjà extrêmement meurtries par la perte de leur enfant. Fin 99, un nouvel élément et un nouvel espoir renaît au sein de cette affaire. Un homme est interpellé par les services de police. Celui-ci, depuis plus d'1 an, narguait les services par le biais d'appels téléphoniques anonymes, revendiquant plus de 4 viols et faisant régulièrement allusion à la disparition et au meurtre de la petite Marion. Malheureusement, une fois son arrestation accomplie, cet homme changera sa version et niera toute implication dans l'affaire de la petite Marion. Une fois l'enquête réalisée, il s'avéra malheureusement que cet homme disait la vérité et qu'il se trouvait aux Antilles au moment de la disparition. Pendant plusieurs années, plus aucun nouvel élément ne viendra s'inscrire sur le dossier de la cellule de crise prévue pour la disparition de la petite Marion. C'est alors que nous nous rendons au 9 janvier 2001. La disparition de la jeune Estelle Mouzin vient d'avoir lieu et cela ravive de nombreux douloureux souvenirs à la famille. Le père de Marion, Michel Wagon, s'exprimera à nouveau devant les journalistes en désignant un message d'espoir et de soutien à la famille de la petite Estelle Mouzin. De nouveau, plus rien sur ce dossier jusqu'en 2003. Le 25 mai plus précisément, un travesti toulousain affirmera avoir vu la petite Marion lors d'une soirée organisée par le tueur en série Patrice Allègre. Celui-ci sera interpellé puis condamné pour dénonciation de crimes imaginaires quelque temps plus tard, la piste étant complètement mensongère. Les parents de la jeune disparue diront alors ceci. « Où que nous allions, on nous reconnaît comme les parents de Marion. C'est la célébrité du malheur. » En 2004, avec l'affaire Michel Fourniret, dont nous avons déjà parlé dans un précédent épisode, les services de la section de recherche d'Agen mèneront l'enquête. Ce n'est que le 25 mars 2005 que ceux-ci s'exprimeront devant les caméras pour dire que le cas Fourniret, sauf nouvel élément à inscrire dans le dossier, était désormais clos. En effet, les prélèvements ADN réalisés dans cette fameuse camionnette blanche que l'ogre des Ardennes utilisait pour ses crimes n'aura aucun lien et les prélèvements seront nuls et non avenants, ne parlant en aucun cas de la disparition de la petite Marion Wagon. Nous sommes aujourd'hui fin 2018. Et malgré tous les efforts des services de police et de gendarmerie, la petite Marion n'a toujours pas été retrouvée. Même si la cellule est aujourd'hui fermée, les actes d'enquête, eux, continuent et le travail acharné de nos services judiciaires continue de faire leurs œuvres. Comme je l'ai dit en début d'émission, si vous avez quelconques informations à donner sur l'éventuelle réapparition de cette petite fille, ou plutôt jeune femme aujourd'hui, je vous invite très fortement à contacter les autorités compétentes. Sur ce, mon récit est terminé. J'espère que celui-ci vous aura sensibilisé sur la disparition de cet enfant et je vous dis à bientôt pour un nouveau JTR.